Bonjour tout le monde, voici une petite capsule pour les absents pour voir les nouvelles notions de vocabulaire, pour ne pas être complètement perdu au prochain cours quand vous reviendrez, parce qu'on va faire plein d'exercices qui s'appuient sur cette théorie. Alors, dans cette introduction, en fait, on découvre les travaux de Mendel, qui est un moine catholique du 19e siècle. Il est né il y a exactement 200 ans, en 1822, et il s'embêtait dans son abbaye. Et il a été mis en charge du potager, et puis il s'est mis à s'intéresser un peu à la manière dont les couleurs apparaissaient, spécifiquement dans une partie de la serre et pas dans d'autres. Et il était intéressé dans la biologie qu'il y avait derrière tout ça. Et donc, il a fait plusieurs croisements et il nous a appris plein de choses grâce à ses observations qui sont toujours vraies à nos jours et qui ont d'ailleurs été redécouvertes plus tard et qui ont confirmé toutes ces observations. Alors, lui, ce qu'il s'est attelé à étudier, ce sont les caractères qui s'expriment selon certains traits. Donc, par exemple, le caractère couleur de fleur qui s'exprimera sous le trait fleur violette ou fleur blanche. Ici, c'est le premier croisement que je vous montre. En fait, on peut, chez les plantes et pas chez d'autres espèces vivantes, réaliser de l'autofécondation. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on a une plante, on peut prendre son propre pollen pour féconder le pistil de la même plante. Et suite à ça, on va créer des lignées. En le faisant plusieurs fois, on va obtenir ce qu'on appelle des lignées pures. Ce sont des groupes d'individus qui ne vont savoir donner à la génération suivante que les mêmes gènes. Donc une lignée pure de fleurs blanches va toujours donner des fleurs avec des pétales blancs et on ne va jamais retrouver à un moment donné une fleur violette. Donc ça, ce sont des lignées pures. On les a obtenues par de nombreuses autofécondations successives. On crée en quelque sorte une population clonale. Il l'a fait pour les fleurs blanches et les fleurs violettes. Ici, il a choisi de les croiser cette fois. Donc une lignée pure violette avec une lignée pure blanche, c'est ce qu'on appelle du monohybridisme. Donc on réalise l'hybridation de deux lignées pures. Ce sont en fait des fleurs qui sont en tout point identiques, à part pour un caractère. Elles diffèrent par le trait violet ou le trait blanc. C'est ça du monohybridisme. On ne verra pas du dihybridisme, à part dans les exercices pour aller plus loin, mais on ne croisera que des plantes de lignée pure différentes pour un caractère. Avant de découvrir le résultat du croisement, quelques termes de convention par rapport à l'écriture des exercices de génétique. On parlera de la génération P quand on parlera des individus qu'on croise au tout début, qui sont donc des individus de lignée pure différentes. Ensuite, leur descendance sera appelée la génération F1, puis F2, puis F3, etc. En fonction des livres, parfois, ils utilisent des chiffres romains pour désigner les différentes lignées, les différentes générations. Alors, quand on croise des fleurs violettes avec des fleurs blanches, roulement de tambour, qu'est-ce qui se passe? On obtient en génération F1 uniquement des fleurs violettes. Alors, on dirait que le trait blanc a disparu, il s'est fait manger par le trait violet. C'est un peu ça. Donc, on va dire du trait violet qu'il est le trait dominant par rapport au caractère de couleur de fleur. Le caractère blanc, enfin, le trait blanc a tout à fait disparu dans cette génération-là. On va l'appeler le trait récessif. Donc, ce sera le contraire de dominant. Quand on a un trait dominant, il sera d'office exprimé, tandis que quand on reçoit un trait récessif, il ne sera pas forcément exprimé en présence, surtout d'un trait dominant. Ça deviendra plus clair après quand on fera des exercices. Lorsqu'on réalise plusieurs autofécondations des fleurs qu'on obtient en F1, voilà ce qu'on obtient. On voit réapparaître en F2 des fleurs blanches avec une répartition de 3 quarts, 1 quart à peu près. Donc 3 quarts des fleurs sont violettes, tandis que 1 quart des fleurs sont blanches à la F2. Cette proportion-là sera toujours la même, quel que soit le monohybridisme qu'on réalise, donc quel que soit le caractère qu'on étudie. On va comprendre après pourquoi. Mendel s'est amusé à comparer différents caractères
et leurs variations en 2 traits pour déterminer lequel est dominant et lequel est récessif. Par exemple, pour le trait de position des fleurs, il a obtenu le résultat de 651 fleurs avec une position axiale, tandis qu'il a obtenu uniquement 207 avec des fleurs en position terminale. Il a fait la même chose pour les couleurs des graines, pour la forme des petits pois. S'ils étaient rondouridés, à chaque fois, il obtenait une proportion à peu près de 3/4, 1/4. Pour la forme des gousses, donc des haricots, pareil pour leur couleur et pour la longueur des tiges. À chaque fois, en F2, il obtenait entre le caractère dominant et le caractère récessif une proportion de 3/4, 1/4. Alors, pour comprendre les travaux de Mendel, ou en tout cas aller plus loin et comprendre la génétique qu'il y a derrière, on a besoin d'un petit rappel de la méiose. Donc, une fois que les gamètes haploïdes ont été formés et qu'ils se rencontrent pour féconder leurs cellules en cellule œuf qui est donc diploïde, on obtient au final une cellule œuf diploïde qui contient des paires de chromosomes et non plus un chromosome par paire. Chaque gène va donc être présent dans le génome de ce zygote en 2 exemplaires. Un exemplaire d'origine maternelle et un exemplaire d'origine paternelle. Ici, j'ai représenté une paire au hasard. Et sur le locus, par exemple, de la couleur des yeux, on va avoir un allèle d'origine maternelle et un allèle d'origine paternelle. Et on voit qu'il se peut qu'ils ne soient pas les mêmes. C'est ce qui fait notre diversité. Et donc, on va déterminer pour le gène qu'on étudie un génotype, c'est-à-dire 2 lettres qui vont représenter les allèles parentaux. Et en fait, ça nous donnera une indication sur le phénotype. Le phénotype, ce sera donc la manière dont les gènes sont exprimés. C'est ce qui est observable. C'est l'ensemble des traits qu'on peut observer chez un individu. Dans l'exemple de Mendel, le phénotype, c'est les pétales mauves ou les pétales blancs. Alors, on va essayer de donner une explication aux résultats obtenus par Mendel. Donc ici, j'ai ajouté les génotypes sur le tableau ici de croisement. On peut voir qu'il y a 2 lettres majuscules pour le phénotype dominant et 2 lettres minuscules, petit v, pour la lignée pure récessive. Puisque ces individus ne peuvent donner chacun qu'un seul type de gamètes, on les appelle des homozygotes. Homo pour identique, donc les mêmes lettres dans le génotype. Par convention, on va mettre en majuscule la lettre qui correspond au phénotype dominant et en minuscule la même lettre pour le phénotype récessif. On va voir ce qu'on obtient. Puisqu'on croise des gamètes grand V avec des gamètes petit v, eh bien on obtient 100% de la génération F1 qui est grand V petit v. Donc je vous rappelle que les gamètes sont formés au moment de la méiose et que la ségrégation est indépendante des paires les unes des autres. Donc pour chaque paire de chromosomes, on va séparer les chromosomes homologues. Il y en a un qui migre vers une gamète et l'autre vers la suivante. Quand on réalise un croisement, on fait fusionner ces gamètes et donc on redevient diploïde. Ici, la fleur en F1 est ce qu'on appelle hybride ou alors hétérozygote, c'est-à-dire qu'elle a 2 lettres différentes, une majuscule et une minuscule. C'est ce qu'on appelle des hybrides. Pour la génération de F2, on va essayer de comprendre pourquoi on a ce résultat-là. Alors, les individus de F2 sont obtenus par autofécondation des fleurs de F1. Donc, un individu qui est grand V petit v a comme choix de céder à sa descendance soit une gamète grand V, soit une gamète petit v. Et donc, pour les gamètes femelles, on va avoir soit grand V, soit petit v. Et pour les gamètes mâles, on aura soit grand V, soit petit v aussi. On remplit ce tableau à double entrée qu'on appelle une grille de Punnett et on croise les résultats pour voir ce qu'on peut obtenir. Qu'on soit
homozygote dominant grand V, ou bien hétérozygote grand V petit v, le phénotype qu'il sera observé, c'est celui du trait dominant. Donc dès qu'on possède du grand V, on est violet. Par contre, il y a un quart des individus qui aura reçu petit v et petit v des deux gamètes, et donc ça explique le quart d'effectifs en blanc. Alors on peut résumer les observations de Mendel en 3 points. La première, c'est la loi de l'uniformité des hybrides de F1 qui dit que lorsqu'on croise des individus de lignée pure, tous les hybrides en F1 présenteront le phénotype dominant. La deuxième loi qu'il a décrite, c'est celle de la dominance de certains traits. Suite à l'autofécondation des individus de F1, les individus de F2 suivront toujours la statistique 3 quarts 1 quart, avec les 3 quarts qui présentent le phénotype dominant. Et alors la troisième loi, c'est la loi de ségrégation indépendante des caractères héréditaires. Elle signifie que lorsqu'on croise des individus de lignée pure, quand on étudie deux facteurs simultanément, ce sera du dihybridisme, les traits dominants ne seront pas forcément hérités ensemble. Alors on va voir si vous avez compris. Si on a maintenant devant nous une plante qui présente le phénotype dominant, comment peut-on savoir quel génotype elle a, si elle est grand V ou grand V petit v? Donc on avait vu que dès qu'on a grand V dans son génotype, on exprime le phénotype dominant. Comment faire la détermination génétique entre ces deux génotypes? En fait, c'est facile, on va croiser la plante avec le parent de lignée pure récessive. Dans ce cas-là, on aura deux résultats différents. Soit on avait un individu grand V, dans ce cas-là, s'il est croisé avec petit v, c'est la même chose que le croisement du départ avec les deux lignées pures. On aura 100% des hybrides de F1 qui sont violets. Par contre, s'il était hétérozygote au départ, on obtiendra 50% des fleurs violettes et 50% des fleurs seront blanches. Ce type de croisement de contrôle s'appelle un rétrocroisement. Alors j'espère que cette capsule vous a aidé à comprendre les définitions des tout nouveaux termes. Et maintenant, vous pouvez nous rattraper en réalisant les exercices de la page 121. On a corrigé les deux arbres généalogiques. Les questions se trouvent en bas de la page dans les pistes d'exploitation. Et vous pouvez avancer, page 132, 133, 135 et 136 pour comprendre et vous entraîner avant que je vous donne des exercices un peu plus compliqués. Voilà, à bientôt.